toujours une relation très réaliste de dire là il y a un problème, il faut qu'on le règle et je fais un feedback qui soit constructif pour que l'objectif y soit atteint. Donc c'est vrai que je suis proche des gens. Par contre, quand il y a un problème, quand il y a un travail qui est pas bien fait, quelle que soit la relation que j'ai avec les membres de l'équipe, je serai objective. J'ai la chance d'avoir des gens qui vont m'apprendre leur métier et donc je suis constamment challengée. Ça, en tant que manager, c'est génial. Faut pas avoir peur de ne pas savoir. On ne peut pas considérer que des features vont faire vendre un produit. Aujourd'hui, on a des compresseurs, on a des meilleurs compresseurs du monde chez LG et compagnie, mais c'est pas ça qui va parler à un installateur, c'est pas ça qui va parler à un client final du B2B qui va prendre la décision. Réussir à transmettre un message qui va parler avec une vraie value proposition, c'est la grosse difficulté du B2B, effectivement. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Merci de votre fidélité. Vous êtes plus de 300 inscrits aujourd'hui pour cette Masterclass. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Jean-Philippe Courtois. Destin extraordinaire du plus américain des grands patrons français et probablement le plus français des grands patrons de la tech américaine. Il a commencé chez Microsoft, 11e employé en France. Il a terminé 34 ans plus tard, President Global Sales Marketing and Operations. Il était à la tête des 120 pays de Microsoft. Il est venu nous parler de sa formidable aventure, comment diriger un géant de la tech dans 120 pays, comment imposer un modèle global tout en respectant les cultures de chacun, comment se renouveler quand on reste dans une entreprise pendant 34 ans. Vous pouvez retrouver ce podcast sur votre plateforme préférée ou sur votre chaîne YouTube des Masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler également de culture internationale. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Joséphine Béguin. Bonjour Marie-Joséphine. Bonjour Roland. Merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va commencer par ton portrait. Bonjour Marie-Joséphine et merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Après un diplôme à l'Institut supérieur européen de gestion et un MBA à la St. John University à New York, votre parcours s'est construit dans des rôles où le marketing est au croisement du business, du produit et du terrain. Après des expériences en digital et communication, notamment chez Nokia, vous rejoignez l'univers des systèmes climatiques chez Carver Climate Systems, où vous travaillez sur la stratégie de marque, le développement produit, l'expansion géographique et l'alignement des équipes européennes. En 2018, vous rejoignez LG Electronics, d'abord comme European Marketing Manager, puis Head of European Strategic and Marketing Product Development. En 2022, vous remportez le cadre d'or du marketing pour le Best Marketing Event Reward et le Jury Award pour les LG Innovation Days. Vous êtes aussi engagé et prenez vos responsabilités, notamment en fondant avec Laura Salin, Marie-Alix Roussotte d'Algeco, Virginie Bonnet de Worldline et Adeline Bonnefort de Samdic, l'association B2B by Women pour promouvoir la féminisation des métiers du B2B et encourager l'entraide et le partage. En 2023, vous prenez la direction de la stratégie marketing européenne et lancez avec succès les LG All Stars, un projet majeur pour séduire et fidéliser 12 000 installateurs en Europe. La communauté des Masterclass de l'excellence managériale vous remercie de votre présence et très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Beau parcours, Oh là là. extraordinaire. C'est étonnant toujours de voir quelqu'un retracer ses années de succès et de progression. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on construit une carrière dans la tech, dans l'univers B2B, dans lequel tu évolues depuis quasiment le début. Peut-être qu'on peut commencer par tes débuts. Tu dis quelque part dans un interview, quand on parle de ce que ton école l'ISEG t'a apporté, tu dis ce que l'ISEG m'a apporté, une capacité de manière globale à se débrouiller avec ce que l'on a, le fameux système D. Oui, effectivement, c'était vraiment l'ADN de cette école. Enfin, ça a été une formation incroyable parce que d'ailleurs, quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, mes amis proches sont de cette école et pour la plupart sont entrepreneurs. On a une petite minorité qui sommes employés, mais qui avons cet ADN justement. Et je trouve que ça a été insufflé par l'école de manière extrêmement forte de se dire voilà que t'es beaucoup de budget, pas de budget du tout, beaucoup de personnes pour t'aider ou pas. T'as un objectif et tu l'atteins. Et ça, vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de ce que l'école m'a apporté, tant en termes de réseau que de m'être formée, d'avoir réussi à croire en moi-même, quel que soit, en fait, ce qui est mis à ma disposition.
C'est l'innovation frugale Oui, dont les Indiens parlent. Mmh. On fait beaucoup avec peu. Exactement. C'est vraiment, alors à l'époque, ce qui m'a fait, raconter ça à l'époque, où on m'a interviewée, c'est parce que j'avais monté une association de voile, qu'on voulait participer à la course croisière EDEC, que j'avais rencontré la directrice, madame Jabloncy, et que je lui avais demandé du budget pour nous aider. Il fallait 20 000 €, donc c'était quand même un petit peu lourd. Bien sûr, l'idée, c'était pas que l'école nous aide, en totalité. Et puis elle m'avait gentiment dit: «Cherche tes budgets, puis on verra après». Et en fait, sur le coup, ça m'avait un petit peu contrariée. Et puis, on a mis des mois, avec l'équipe à monter un projet. Et puis, finalement, on l'a fait. On a récolté l'argent. On a même fait de la peinture pendant les week-ends, pour des entreprises, pour réussir à avoir le complément de budget nécessaire. Et après, l'école nous a soutenus pour la fin du budget. On a pu participer. Et ça, c'était vraiment l'illustration de ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'elle met à la disposition la possibilité de faire des assos, de monter des projets, mais elle nous tient pas la main, en fait. Elle nous pousse à vraiment trouver le moyen de réussir nos projets. Et ça m'avait beaucoup marqué. Alors il y en a eu plein d'autres, mais c'est vrai que c'est un peu la signature. Et c'est un peu ta signature de management tout au long de ta carrière, Oui. c'est de responsabiliser, de Mmh. challenger et d'autonomiser tes équipes. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ta première expérience de management? Comment ça s'est passé? Comment tu as été promu? Comment tu as gagné tes galons Mmh mh. de manager? Et puis quelles ont été tes premières impressions? Alors j'ai démarré, j'avais 24 ans, dans le génie climatique, dans une société. Le gros avantage, c'est qu'elle était à taille humaine. C'était une société familiale. Bon, j'étais extrêmement motivée, je le suis toujours, on va dire que j'ai beaucoup d'énergie, et c'est vrai que progressivement, on m'a donné beaucoup de responsabilités. J'ai tout de suite, commencé à travailler sur l'implantation dans les nouveaux pays, le développement des produits. C'était un univers complètement inconnu, puis j'ai pas du tout un passé ingénieriel, donc forcément, il fallait que je travaille un petit peu plus que les autres. Mais ils m'ont fait confiance. Et puis un jour, le PDG est venu me voir. On a changé de direction. Le PDG est venu me voir, il m'a demandé de faire un audit, en fait, au niveau européen, de faire le tour des équipes de vente et marketing et d'essayer de comprendre pourquoi la stratégie n'était pas suffisamment suivie dans les filiales. Donc on avait 7 pays. À l'époque, c'était un petit peu plus soft que chez LG, mais c'était quand même assez conséquent. Et du coup, j'ai fait le tour de l'Europe. Alors, c'était pas du management à proprement parler, mais c'était une sorte de diagnostic en temps réel pour comprendre comment mon travail en tant que marketeur puisse être vraiment utile aux équipes de vente. Et pourquoi c'était pas toujours suivi, et pourquoi est-ce qu'un PDG, lui non plus, n'arrivait pas forcément à transmettre en fait ses idées au sein des équipes commerciales. Et cette expérience-là, c'était sur la fin, dans les 3 dernières années chez Carver Climate Systems. Et ça m'a ouvert les yeux, déjà d'une part sur la nécessité de faire un diagnostic avant de réfléchir à donner des directives aux uns ou aux autres, parce que bon, on n'a pas la légitimité, puis en plus on ne sait pas forcément. Alors, on sait une grosse partie, on va pas se mentir. La plupart du temps, quand on fait le tour comme ça des pays, on a une bonne idée. Mais le fait d'être confronté à la réalité et puis d'être à l'écoute, ça permet d'avoir quelque chose dans les deux sens, une vraie communication. Et donc j'ai fait ce tour-là. Je suis allée même au Canada. J'ai fait le tour de tous les pays. Je me suis accompagnée de personnes qui avaient de grosses qualités commerciales notamment. Et au terme de cet audit, si on peut appeler ça comme ça, donc j'ai remis un rapport au PDG. Et on a mis en place une sorte de book d'onboarding pour tous les employés, qui expliquait comment on devait vendre les produits, à quelle typologie de clients, toute la partie marketing qui montrait réellement l'ADN de la marque. Donc il y avait 2 marques en l'occurrence, une entrée de gamme et une un peu plus haut de gamme. L'idée, c'était de les différencier, d'expliquer ça aux commerciaux. Et à terme, du coup, on a mis en place des formations avec les personnes que j'avais rencontrées pendant cet audit et que je trouvais qu'il y avait une valeur ajoutée vraiment importante. Et on a fait des formations, on a fait des jeux de rôle avec des commerciaux, alors qu'en fait, au départ, j'avais 0 légitimité. J'étais pas commerciale. Bien sûr, j'aime bien dépasser un petit peu mes responsabilités de manière générale, mais voilà, j'ai eu carte blanche et j'ai pu aller dans chaque pays, m'accompagner de personnes et mettre en place une stratégie pour implémenter et vraiment asseoir la stratégie de manière légitime. Ça a été le premier pas concret dans la transmission. Tu vois, je dirais pas management, mais je dirais transmission, parce qu'au final, et on va sûrement en discuter davantage, mais c'est un peu comme ça que je vois le rôle de manager.
Si c'est du top-down, si c'est quelque chose d'hyper autoritaire, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas les gens avec nous et qu'on a besoin des gens. En fait, c'est donnant-donnant. Tout le monde a besoin de visibilité, tout le monde a besoin de se développer, de croire en soi. Et en fait, voilà, on peut pas avoir la science infuse, on peut pas tout savoir en tant que manager. Et voilà, l'idée de diagnostic, l'idée de communication, en fait, au sens propre, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à gagner en légitimité dans ce groupe-là. Bon, bien sûr, pas mal de travail aussi, hein, pas mal de boulot avec, du coup, une entreprise et une organisation très matricielle. Donc, j'étais en contact avec beaucoup de monde. Et ça m'a donné, ouais, une forme de légitimité importante. Et puis, ça m'a donné confiance en moi, finalement, hein, parce que ça marche dans les deux sens. On aime bien voir dans les yeux des gens ouais, ce regard, un peu ce respect, cette légitimité. Et ça nous donne confiance et ça nous permet d'avancer avec un moteur un peu plus puissant. Ouais. Quels sont les principaux blocages auxquels tu as été confronté dans ces toutes jeunes années où tu dois asseoir ta crédibilité? Bon, alors il y a eu la partie technique, hein, parce que dans le B2B, c'est quand même quelque chose de prédominant. Ouais. Donc voilà, un technicien qui va me regarder un petit peu en se disant: «Bah, dis donc, elle comprend rien celle-là». Bon ça m'est arrivé des dizaines de fois, mais c'est pas grave parce qu'en fait, oui, au jour 1, j'y comprends pas grand-chose et puis au jour 10, bah, ça y est quoi, je suis formée, j'ai compris. Donc ça, c'est un vrai truc dans le B2B qui a été, c'est un fil rouge finalement parce que je suis pas ingénieure et que je le serai certainement jamais. Mais je crois que voilà, heureusement, on peut apprendre quand on s'intéresse, quand on cherche un petit peu. Et puis après, voilà, moi, je suis pas ingénieure de métier ni dans mes responsabilités, donc on me demande pas de connaître tout ça. Et mon rôle, c'est aussi un petit peu de démystifier toutes ces technologies. Et je crois que c'est essentiel de pas venir du métier pour pouvoir le faire de la meilleure manière qui soit. Parce que si je comprends, ben finalement, tout le monde peut comprendre et c'est un petit peu rassurant aussi pour nos clients, pour notre audience de manière générale. Ça me rappelle une phrase de Jean-Philippe la semaine dernière qui dit quand on est dans la tech, le grand danger, c'est pardon, le grand danger, c'est de tomber amoureux de son produit. Il faut pas tomber amoureux de son produit, il faut tomber amoureux du problème de son client. C'est vrai. Et mais c'est une phrase extraordinaire et qui résonne énormément, surtout sur mon expérience chez Carver, parce qu'à l'époque, on avait cette ADN très forte. C'était la R&D qui lançait les produits, qui les vendait, qui estimait avoir le mot juste pour atteindre son client. Et on s'est rendu compte en cours de route que c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait procéder. Et cette transition qui était essentielle, bah, elle a été un petit peu difficile aussi à mettre en place. Et ça a abouti à cette mission d'audit et à tout le reste finalement, justement parce que on ne peut pas croire que le produit fait tout et surtout on ne peut pas considérer que des features, donc vraiment des données techniques vont faire vendre un produit, même si c'est peut-être le cœur du truc. Hein. Aujourd'hui, on vend des compresseurs, on a des meilleurs compresseurs du monde chez LG et compagnie. Ok, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va parler à un installateur, c'est pas ça qui va parler à un client final du B2B qui va prendre la décision et voilà, et réussir à transmettre un message qui va parler avec une vraie value proposition, hein, finalement ce qu'on a appris à l'école. Hein. Mais mettre ça en pratique, eh ben c'est pas instinctif. Et oui, c'est la grosse difficulté du B2B effectivement. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui sont un peu intermédiaires, qui sont pas forcément baignés dans le produit aussi de manière aussi puissante qu'un ingénieur vont réussir, en tout cas je l'espère, à prendre la distance nécessaire pour transmettre un message qui sera percutant en fait, qui va parler à nos audiences. Ouais, très à l'écoute des audiences, Ouais, des différents partenaires. exactement. En tant que jeune manager, on a souvent à endosser une veste qui est parfois un peu grande. Les Américains, ils ont une expression pour ça, ils disent fake it until you make it. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi tes conseils à un jeune manager qui démarre? Est-ce qu'il faut s'imposer, jouer un peu des coudes pour asseoir sa crédibilité, même quand on ne connaît pas parfaitement l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de la technologie? C'est quoi, quand tu te souviens de tes jeunes années, comment tu... Alors, je sais pas C'est si quoi c'est comme réflexion? féminin, mais je pense que moi, en tout cas, en tant que personne, j'ai besoin de savoir ce que je vaux. Donc, je pense que pour moi, c'est essentiel de me dire que j'ai la légitimité, que je suis pas là pour rien. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que je vais me répéter en permanence, que je suis là pour une bonne raison, que j'ai fait mes preuves, que j'ai travaillé, que j'ai réalisé des choses, et que c'est ça qui fait que je suis amenée à apprendre une équipe. Après, moi, le rôle de manager, c'est un truc que j'adore.
que j'ai toujours aimé. Que je t'ai parlé de l'association de voile, voilà, j'étais prof de voile, hein, c'est pas pour rien que j'ai fini là-dedans. Donc moi, le côté, la transmission, le management, le mentoring, en fait, c'est un truc qui m'anime. C'est un truc que j'ai toujours adoré. Et au départ, c'était matriciel chez Carver, donc on manageait tous un peu à notre manière en fonction des projets et tout, voilà, des lancements de produits, des implémentations dans les nouveaux pays. Ça s'est fait un peu naturellement parce que finalement les gens avaient confiance en moi et je me suis rendu compte qu'on me demandait de prendre le lead sur des projets ou sur des missions. Après, chez LG, j'ai vraiment été parachutée. Enfin, du jour au lendemain, j'étais seule. Je devais recruter mon équipe, je devais les former et je devais arriver à un résultat suffisamment réussi pour que les gens croient en nous. Donc là, ça a été une échelle un petit peu différente. Donc au niveau du conseil, le premier, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce qu'on s'y perd et qu'en fait, ça se ressent. Les gens le verront. Et donc, au final, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et je crois ça paraît comme ça un petit peu facile et je sais que ça l'est pas. Il faut trouver qui on est et ce qui peut fonctionner par rapport à notre caractère. Moi, j'ai un gros caractère. J'aime diriger, j'aime engager les équipes. Même si par exemple demain tu me disais j'ai besoin de mener la conduite du changement dans ma boîte, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Je le ferai avec plaisir parce que j'adore ça. J'adore prendre les gens, les faire croire en une mission et les embarquer avec moi. Donc ça, c'est vrai que je l'ai fait de manière assez naturelle, mais ce que je remarque, parce que là, par exemple, j'ai des managers dans mon équipe, quand j'essaye de les accompagner, il y en a qui essayent de faire comme moi, par exemple. Et ça fonctionne pas parce que tout simplement, on est différents. Et je crois que c'est ça qui est génial. Il y a des gens, alors en plus, nous, on a des cultures très, très différentes d'une personne à l'autre, donc ça rajoute quelque chose d'assez intéressant. La française, le français a une ADN très différente d'un américain, d'une personne russe, d'une personne chinoise. Voilà, moi, j'ai un peu On reparlera une des grosse différences variété. culturelles. Voilà, mais je pense que la première chose, c'est d'essayer de trouver un peu sa recette, ce qui fonctionne et ce qui. Après, moi, ce que je trouve essentiel, c'est de faire ses preuves, d'avoir de la légitimité. Donc, de toute façon, il y a une part de travail. Il y a une part de travail qui est essentielle parce que, quelles que soient les personnes avec lesquelles on va s'entourer, ils ont besoin de voir en nous une personne qui a réussi quelque chose, qui a atteint quelque chose. Et après, alors c'est un peu générique, mais Simon Sinek qui parle tout le temps du why, tu sais, de cette vision, de donner une vision à ses équipes et de leur expliquer pourquoi ils sont là. Moi, c'est ça. Je suis en permanence en train de leur expliquer pourquoi on bosse, pourquoi on doit dépasser nos engagements, pourquoi on doit impressionner le management ou les équipes commerciales et pourquoi on est là. Le marketing, c'est un peu un sujet controversé parce qu'en fait, on est un cost center, coûte de l'argent par définition. Donc, on doit tout le temps un peu se justifier. Et moi, Surtout en position européenne, parce que tu as une position européenne et puis en dessous, il y a des pays qui ont eux aussi leur budget marketing, leurs propres opérations, leur propre façon de faire. Exactement. Et ça peut avoir l'air de concurrencer ou de prendre des budgets. Il y a constamment cette remise en question. Et c'est pour ça que moi, la manière dont on est organisé, c'est que chaque personne représente un centre de compétences. Donc déjà, ça donne une grosse légitimité. On essaye de recruter les personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Moi, déjà, c'est extraordinaire pour moi parce que je suis quand même assez généraliste et j'ai la chance d'avoir des gens qui vont m'apprendre leur métier et donc je suis constamment challengée. Donc ça, en tant que manager, c'est génial. Faut pas avoir peur de pas savoir. Par exemple, la partie digitale, qui est une partie qui est la plus complexe, j'estime, dans un département marketing communication. Ça se renouvelle en permanence. C'est extrêmement innovant. Alors moi, j'adore l'innovation forcément, mais ma collaboratrice qui est extrêmement qualifiée dans ce domaine, je suis en permanence en train de lui demander de m'expliquer ce qu'elle fait. On parle avec les agences, on essaye de voir sur quoi on peut innover. Forcément, on est face à des petites contraintes chez LG assez structurelles en fait, qu'on essaye aussi de faire changer. On essaye d'aller voir la Corée régulièrement pour les amener à du changement. Donc voilà, être un bon manager, je pense que c'est un mix entre une grosse légitimité, ça c'est essentiel pour soi et pour les autres, pour les équipes, parce qu'ils ont besoin de suivre quelqu'un qui est un leader, qui les inspire. Et puis après, c'est pas avoir peur d'apprendre en permanence, quoi, parce que on peut pas en fait arriver à un poste et se dire ça y est, j'y suis, c'est trop bien, c'était mon objectif, maintenant je peux me reposer. En fait, si on fait ça, on est foutu.
Et d'une part, parce que tout le monde a besoin d'oxygène, que les équipes, elles ont besoin de se renouveler aussi pour sentir que le matin, elles se lèvent pour une mission qui va évoluer tout le temps, qui sera pas tout le temps la même, et que en fait, pour avoir une légitimité, nous, au niveau européen, on a 17 pays, 17 filiales, on a un top management qui est quand même extrêmement présent. On a la Corée qui a fait l'appel à nous, qui a demandé cette création de département au moment où ils m'ont recruté. Voilà, il faut un petit peu leur faire comprendre chaque jour pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on apporte? Alors, on fait beaucoup de reporting. On essaye d'avoir énormément de data, de données tangibles sur nos actions. Et puis, on innove en permanence. En permanence. Ça me rappelle une phrase de Satya Nadella, donc le patron de Microsoft actuellement, qui dit n'attends pas ton prochain job pour donner le meilleur de toi-même. Il y a cet imaginaire que dans le prochain job, j'aurai plus de responsabilités, j'aurai plus de budget, ce sera plus facile. Et finalement, on n'est plus tellement dans des carrières rectilignes où on progresse, c'est plus des carrières, on va aller développer des nouvelles responsabilités, des nouvelles compétences, de l'influence, beaucoup, surtout dans des organisations complexes et matricielles. Oui. Et donc, c'est aujourd'hui et tout de suite qu'on peut essayer d'être excellent et de donner le meilleur de soi-même. Oui, puis j'irais même encore plus loin que sa phrase, c'est-à-dire qu'on prépare notre prochaine position. Si on n'a pas déjà endossé cette veste-là, un peu trop grande, là, au final, on n'est pas prêt pour le prochain poste. Et je crois que c'est essentiel de se projeter comme ça. Et je le dis beaucoup aux personnes de mon équipe quand elles demandent des promotions, des choses comme ça. Je leur dis, mais si on ne te voit pas sur le prochain poste, si on n'a pas cette sensation que tu peux réellement mettre tes pieds dans ces chaussures-là, on ne te mettra pas, tout simplement. Parce qu'en fait, l'humain a besoin d'être rassuré et a besoin de sentir qu'on est capable déjà de se projeter sur quelque chose. Et ça, c'est ce que je leur dis en permanence. C'est difficile à comprendre parce que c'est plus dur, forcément. Mais c'est quelque chose que je répète régulièrement. Ouais. Et puis, il peut y avoir aussi, et on le voit surtout chez les jeunes femmes, un syndrome de l'imposteur en disant « mais non, je suis pas capable, j'ai pas l'expérience, j'ai pas la légitimité », et donc qui osent pas trop prendre cette responsabilité supplémentaire qui qui peuvent s'offrir à elles ou à eux à un moment donné. Alors moi, je l'ai pas trop. Je vais te dire très honnêtement, le syndrome de l'imposteur, je l'ai pas trop. Tout simplement parce que j'essaye de penser comme un homme. En fait, c'est très simple. Je vois pas pourquoi on devrait se comporter différemment, et c'est d'ailleurs ce qui crée des différences en fait. C'est souvent à cause de nous, je dirais, qu'il y a des différences qui vont se faire au niveau salarial, au niveau des positions et tout. Donc moi, j'essaye tout le temps de me comparer à des gens qui réussissent, quel que soit leur genre. C'est vrai que ça peut arriver assez souvent que ce soit des hommes, mais pour moi, voilà, on est d'égal à égal. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. C'est un mode automatique où si un homme en entretien d'embauche ou en entretien individuel estime qu'il n'est pas suffisamment payé, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas la même approche si j'estime que j'ai la légitimité pour demander ou une évolution de poste ou une évolution salariale. Ça, c'est vrai que je l'ai pas, ce syndrome-là. Après, je peux l'avoir, mais ça n'aura rien à faire avec mon genre. Ce sera vraiment à un moment où peut-être, voilà, des choses très techniques où je vais estimer qu'effectivement, j'ai pas la qualification, j'ai un peu plus besoin d'être accompagnée. Mais de manière générale, on peut pas dire que ça fasse partie de mon quotidien du tout. Alors, tu as toujours travaillé dans les environnements internationaux. Oui. Tu nous avais décrit ta première expérience pan-européenne, c'est de comprendre les différences et pourquoi la stratégie n'était pas implémentée localement. Quelles sont les plus grandes différences culturelles que tu as observées dans les maintenant 17 pays que tu gères? Où est-ce qu'il y a des différences les plus marquées? Alors forcément, avec la Corée, il y a des grosses différences. Après, moi, je suis un buvard. J'adore les cultures. J'adore la différence culturelle et adapter un petit peu mon discours d'une culture à une autre. Après, bon, on est en 2026. Quelle que soit la nationalité avec laquelle je suis amenée à échanger, les gens savent que je suis française, que eux sont coréens, que on va parler avec un Américain. On est conscient des cultures des autres, à mon avis, davantage aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça, déjà, bien sûr, ça facilite les choses. Maintenant, les Coréens, par exemple, il faut pas trop faire du frontal, tu vois, faut être un petit peu plus dans la rondeur, faut discuter, faut essayer de convaincre.
La chance que j'ai, c'est que on a fait nos preuves en tant que département au fil des années. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis pas d'accord avec quelque chose, je sais qu'on va m'écouter davantage. Maintenant, je vais pas le dire de but en blanc. Je vais pas être dans le frontal. Je vais pas être dans l'opposition. Et je vais essayer de travailler un petit peu ma manière d'amener les choses, déjà pour justifier la démarche, la décision, et puis après essayer d'arriver à un compromis. Mais les Coréens, ils ont cette capacité extraordinaire de vouloir du résultat rapidement. Et moi, j'aime bien en fait ça. C'est vrai que là-dessus, on se retrouve et du coup, on y arrive. On y arrive vraiment parce qu'on a un intérêt commun. On veut que ça fonctionne, on veut concrétiser une action, une initiative, et du coup, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai que dans mon département, alors nous, on a eu 2 Russes, une Américaine, une Canadienne qui est aussi turque, un Chinois, une Chilienne et là plus récemment un Italien depuis 2 semaines. C'est vrai que ça apporte une grosse richesse, et parfois c'est un peu challengeant. Parfois on se comprend pas. Parfois, alors je dirais que sur certaines choses, ça va être des trucs un peu presque rigolos, mais la créativité. Par exemple, si tu crées un branding pour un événement. Voilà, on part en Tanzanie il y a quelques années, et Mélissa et Janine, donc qui sont respectivement américaines et canadiennes, me proposent un design donc pour les flags, tu sais, pour la PLV, quoi, grosso modo, qu'on va mettre sur place. Et j'éclate de rire et je leur dis c'est affreux. C'est affreux, j'ai même pas de mots pour vous dire à quel point je déteste ce que vous me proposez. Et là, on rigole tous. Et puis je leur dis, toutes les deux, vous avez des passifs culturels différents, parce qu'en plus, Janine, elle est turque et allemande. Enfin, elle a vraiment un panel culturel qui est très, très varié. Et Mélissa, c'est pas quelqu'un qui a mauvais goût. Et donc, je leur dis, vous savez quoi? Je déteste, mais on va y aller avec ça. On va y aller avec ça parce que si vous deux, ça vous plaît, je vous suis, en fait. Je vous suis, et pendant tout le voyage, on a rigolé, et elles avaient mis des empreintes d'éléphants sur les flags, et bon, les clients ont adoré, et en fait, ça leur a convenu, et c'était à l'image du voyage, et ça fonctionnait, en fait. Et je crois que de temps en temps, faut savoir comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, pas tous les mêmes attentes, et lâcher un peu, lâcher du lest. Et encore aujourd'hui, on fait la blague une fois de temps en temps sur ce design et je trouve toujours aussi moche. Hein. mais voilà, on a des chocs culturels, ça arrive. Par exemple, avec les Hollandais qui sont très francs, qui sont très directs. Après, Carver, l'usine était en Hollande, donc moi j'ai vraiment l'habitude, et puis j'aime bien la franchise. Mais de temps en temps, avec les personnes de l'équipe, je suis obligée de leur dire de prendre sur elles, que c'est pas forcément des gens qui veulent qui veulent les maltraiter ou qui veulent être brutales. Juste voilà, ils ont un message, ils le font passer de manière binaire. Et à partir de là, faut l'encaisser, et un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de faux semblant. On sait tout de suite ce qu'ils pensent, et on peut avancer, on peut voilà, corriger le tir. Mais ça peut être un peu challengeant. À l'inverse, il y a des cultures qui vont pas vous dire ce qu'elles pensent, et malheureusement, on mettra un peu de temps à le découvrir, et on n'aura pas forcément pris les bonnes décisions parce qu'on croira que ça marche. Donc voilà, je pense que c'est un peu le quotidien. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que en fait, ça apporte une ouverture d'esprit, hein, voilà, vraiment supplémentaire. Et puis voilà, puis même les gens, les uns avec les autres, pour collaborer, les réunions, parfois quand il y a quelques petits conflits ou différences d'opinion, là effectivement, je suis confrontée à ça. Après, les cultures que j'ai dans mon département sont beaucoup des cultures du compromis. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que finalement, c'est plutôt à moi qu'elles vont apprendre à ne pas être trop directe, à prendre un petit peu sur moi. Voilà, quand je les vois s'exprimer en cas de conflit, et, tu vois, l'américaine par exemple, il n'y a jamais de violence. C'est toujours arrondi, c'est toujours tu as fait un excellent travail cette année, mais je pense que sur cette partie-là, nous pourrions. Et moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, cette capacité à arrondir les angles. Voilà, moi, j'avais écouté un podcast sur les différentes manières d'éduquer les enfants aux États-Unis et en France. C'était une femme qui vivait en France depuis peu et qui était choquée, scandalisée sur la manière dont les maîtresses faisaient du retour aux enfants. Parce que c'était très cash. C'était pas t'es nul, mais pas loin quand même. Voilà, va falloir vraiment travailler parce que voilà. On annonce les notes publiquement en commençant par le dernier, en finissant par le premier. Voilà. Vraiment des comportements d'un autre âge. Hein. Exactement. Et en fait, cette dame, elle disait, ce que j'observe quand même, c'est que mes enfants, ils sont pas traumatisés, et que finalement,
le message est clair et qu'ils avancent. Et en fait, moi, j'essaye un tout petit peu d'être à mi-chemin entre ces deux écoles, finalement, d'être claire quand même, parce que j'estime, alors c'est dans mon ADN, parce que je suis française, hein, je peux pas, I can't help it. Mais voilà, j'essaye d'être à mi-chemin entre ces deux écoles-là pour réussir à transmettre un message clair. Parce que finalement, avoir des retours, être capable de les écouter et d'évoluer, les gens qui ont cette capacité-là, ils méritent qu'on prenne le temps de leur faire des retours et j'estime que c'est essentiel, même si à l'américaine, forcément, c'est un petit peu plus de rondeur, mais voilà, moi, je serai jamais complètement comme ça. C'est pas la manière dont je fonctionne. Et voilà, les cultures, faut réussir à trouver la manière de communiquer qui va correspondre. Et bien sûr, on s'adapte à chaque personne, à chaque configuration, et on essaye de pas choquer. C'est essentiel, hein. Je pense qu'en France, on est un peu sans filtre et de temps en temps, ça vaut le coup de couper un petit peu les vannes et c'est pas plus mal. C'est très bien. Quand j'ai commencé ma carrière dans le conseil chez McKinsey, on débriefait avec un partenaire sur les différences culturelles entre les Américains et les Français. Et il me disait, tu vois, le problème, c'est quand on négocie entre un Américain et un Français, on déjeune. Le Français va tout de suite inviter l'Américain à déjeuner, et puis l'Américain, il rentre tout de suite dans le sujet, tu vois, à peine assis, il veut parler business. Et puis le Français, lui, il n'est pas encore très à l'aise, il a besoin de se chauffer, il propose un toast, il parle de nourriture, parce qu'on est le seul peuple qui parle de nourriture en mangeant. Et puis l'Américain, lui, il comprend pas, il dit, finalement, je m'attendais à plus de chaleur et plus d'ouverture sur notre partenariat possible, et donc la coquille se referme. Et quand le Français, lui, il est échauffé après 2 ou 3 verres de vin, qu'arrive le dessert, et que c'est là qu'on va commencer à parler business, et qu'il commence à mettre le sujet sur la table, lui, l'Américain, il est déjà fermé. Et donc, le déjeuner peut se passer de façon catastrophique, parce que simplement, il y avait cette différence de rythme, malentendu culturel, un peu caricatural, mais qui dit quelque chose de nos cultures. Dans ce rapport, tu parlais tout à l'heure de temps en temps de tension au sein d'une équipe. Comment tu te positionnes justement, ou quel est ton conseil aux jeunes managers pour se positionner correctement entre proximité avec les équipes? Et on sait que dans les départements marketing, quand il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, des événements, etc., il y a une proximité, il y a de l'amitié qui se développe. Et puis la bonne distance pour garder son autorité, son leadership. Comment toi tu fais pour ajuster ce positionnement? Alors, moi, c'est vrai que mon objectif, c'est toujours le résultat et réussir à accomplir les missions pour lesquelles on est là. Donc, c'est vrai que je suis proche des gens, je suis vraiment proche des gens, parfois peut-être un peu trop. Maintenant, c'est ma manière d'être un peu entière. Par contre, quand il y a un problème, quand il y a un travail qui est pas bien fait, quelle que soit la relation que j'ai avec les membres de l'équipe, je serai objective. Parce qu'en fait, même une agence, si c'est une agence que je connais, avec lesquelles je suis devenue amie ou quoi que ce soit, vraiment, j'essaye de toujours me dire, tu dois être objective et tu dois faire un feedback, que ce soit devenu un ami, devenu une personne même que t'aimes pas particulièrement ou quoi, toujours une relation très réaliste, de dire là il y a un problème, il faut qu'on le règle, et je fais un feedback qui soit constructif pour que l'objectif il soit atteint. J'essaye d'être extrêmement neutre et en fait de traiter tout le monde de la même manière, quelle que soit la relation. Alors après, je pense que c'est important de se protéger un petit peu de l'amitié et de ces choses-là, parce que malheureusement, il y a toujours des moments où on se dit est-ce que je peux pas, machin. En tant que manager, je pense pas qu'on soit là pour être ami avec les gens de son équipe. Maintenant, on peut avoir des super relations parce que justement, des gens feront tout leur possible pour vous. Moi, je pense réellement qu'il y a des gens que j'ai recrutés qui sont venus travailler dans l'équipe pour moi. Et réciproquement, c'est-à-dire que je les ai choisis eux en tant que personnes, parce que c'est essentiel. On passe plus de temps avec ces gens-là qu'avec notre propre famille. Donc, il y a un moment, ça ne peut pas être asphyxié par des relations qui sont pas saines. Par contre, il faut garder une forme de distance, parce que il faut toujours être capable, en tant que manager, de pouvoir faire un retour négatif. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. En fait, si on n'arrive pas à être objectif dans son approche, on est fichu. Et si à un moment, on est trop proches les uns des autres et on se dit, non, mais ça m'embête, je veux pas lui mettre telle note ou je veux pas faire cette évaluation, là, ça y est, c'est fini, en fait. Donc, il faut reprendre du recul, peut-être prendre un petit peu de distance quand ça se présente et réussir à
avoir à garder cette forme de fermeté qui est essentielle à la survie du département. Parce qu'un département qui apporte pas les résultats souhaités, c'est tout un département qui se décrédibilise et c'est fini en fait. Et ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Donc je suis très ferme. Je suis très ferme. Je fais des retours. Voilà, j'essaye vraiment d'être constructive et après, je suis pas du tout. Enfin, je suis pas du tout méchante ou autoritaire ou c'est pas du tout mon ADN parce que justement on a une bonne relation. Mais c'est vrai, quand il y a un problème, on le prend. Et on se le dit clairement, en face. On se fait un one-to-one, on débrief. J'essaye toujours de demander, bien sûr, le ressenti de la personne que j'ai en face. Et ensuite, on décrypte et on essaye de voir comment on pourrait faire en sorte que ça s'améliore. Mais ça, c'est vrai que, en fait, il n'y a pas de il y a pas de petits problèmes dans un département, dans un rôle, dans une responsabilité. Il n'y a pas de petits problèmes parce qu'après, ça prend des proportions qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et donc, j'essaye vraiment de m'attaquer aux problèmes dès qu'ils arrivent. Et ça m'arrive de convoquer l'équipe et de dire, voilà, là, on était censé lancer la campagne il y a un mois, c'est toujours pas lancé. J'ai besoin d'explications et il faut comprendre qu'il y a, il y a 17 pays qui sont en attente et qu'on peut pas se permettre ça. Et là, on refait le point et bien sûr, je les aide, hein. Après, il y a ce truc un peu difficile du manager où finalement, des filles m'avaient offert un chapeau de sorcière parce que c'était avant le confinement, c'était ma toute première équipe. Et en fait, c'était toujours moi qui devais intervenir auprès des agences quand il y avait des problèmes, auprès des partenaires quand ça n'avançait pas. Et donc, on avait cette tendance à dire, voilà, MJ, c'est la witch de l'équipe. Et et quand je suis revenue de congé maternité, elle m'avait mis sur mon bureau un chapeau de sorcière. Elle m'avait dit, bon ben voilà, tu peux reprendre ton rôle, on en a bien besoin. Et ce que j'ai essayé de faire quand j'ai compris que j'endossais ce rôle en permanence, quand il y avait des dérives ou quand le travail n'était pas forcément celui qu'on voulait, j'ai essayé de montrer aux équipes qu'elles aussi, elles pouvaient être les sorcières et que non, il fallait pas toujours que ce soit moi parce que sinon, le problème, c'est qu'elles n'ont pas l'autonomie, elles n'ont pas la légitimité et qu'elles y arriveront jamais sans moi. Et ça, c'est contre-productif, ça peut pas marcher. Et je l'ai toujours, hein, ce chapeau de sorcière. Est-ce qu'il y a une situation qui révèle tout de suite ton identité de manager? Parce que c'est là que tu sais que tu peux pas tricher. Est-ce que c'est une crise, un conflit, un échec? Où est-ce que ton axe, tu vois, de ta personnalité se révèle le plus? Alors, il y a beaucoup sur scène. Tu vois, par exemple, on a des occasions en Corée. Donc, on regroupe tous les marketeurs du monde dans la partie B2B et on doit représenter tous les projets de notre région. Donc, il y a quelques marketeurs qui ont des positions équivalentes à la mienne et puis des personnes en local. Et alors, c'est vrai que ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que c'est un exercice où comme c'est une sorte de mentoring à grande échelle. C'est-à-dire que on montre ce pourquoi on est là, qu'on a des succès et on inspire les gens à vouloir faire pareil. Et en fait, ça, pour moi, c'est un peu l'essence du rôle de manager. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec plus d'une centaine de personnes. Et ça, c'est vraiment un truc où j'ai vu dans les yeux des gens que le regard changeait vis-à-vis de moi et que ça les inspirait et que ça leur donnait envie de faire à terme quelque chose comme moi. Et ça m'a vraiment montré que même un truc aussi simple finalement que l'exercice de présentation devant un grand public, ça pouvait réellement donner envie aux gens de devenir manager, de réussir, d'avoir des projets plus ambitieux. Et ça a été mes premières réalisations chez LG. Tu vois, c'est le moment où j'ai vu le regard des gens changer, quelle que soit leur origine d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des gens de toute la planète, puis il y avait le top management aussi coréen. Des gens sont venus me remercier, me féliciter après plusieurs fois, puis je me suis dit, il s'est passé quelque chose aujourd'hui en fait. On a débloqué quelque chose, une forme de légitimité un peu à grande échelle, et j'en avais besoin moi en tant que personne. J'ai trouvé ça extraordinaire, et depuis, c'est vrai que j'essaye d'avoir ce genre d'exercice. D'une part pour mon équipe, parce que je pense que c'est essentiel pour eux de savoir qu'ils travaillent pour quelqu'un voilà, qui est inspiré, qui a une vision, mais aussi pour les autres. Ouais, ça, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Et puis après, je pense que le truc, c'est que le travail de manager, c'est du day to day. Tu vois, c'est des problèmes quotidiens qui peuvent un petit peu
empiéter un peu sur ton moral parfois ou sur ton temps tout simplement. C'est surtout ça. C'est la gestion du temps, les problèmes par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et notre capacité à les réaliser. Et ce qui est difficile, c'est de pas se laisser ensevelir par les petits problèmes, tu vois, plein de petits problèmes que les gens vont te faire remonter parce que tu es là pour ça, hein, t'es un peu le psy de l'équipe, et de pas tomber là-dedans, tu vois, de se dire non, en fait, alors t'as un problème, il y a pas de souci, tu vois. Je l'écoute. Voilà, je t'écoute, je suis à l'écoute. Par contre, la prochaine fois que tu viens avec un problème, viens avec des solutions. Je veux pas que tu te pointes les mains dans les poches en croyant que moi, mon rôle, c'est de tout résoudre. Parce que je suis pas là pour ça. Et ça, c'est vraiment un truc que j'essaye d'insuffler. Et alors, les nouveaux qui arrivent dans l'équipe, ils le perçoivent pas tout de suite. Ils le comprennent assez rapidement. C'est essentiel. Si la personne se sent pas suffisamment légitime ou responsable pour se creuser la tête et chercher des solutions elle-même, enfin moi je vais pas passer mon temps à éteindre des feux en fait. C'est pas. Et tu vois le chapeau de sorcière, ça fait longtemps qu'ils m'ont pas fait la blague parce que ça se présente plus maintenant. Oui. Et parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont compris que c'était leur rôle. C'était leur rôle de rectifier quand une relation d'agence ne fonctionne pas. Voilà. Je le fais encore de temps en temps pour des cas un petit peu extrêmes, bien entendu, mais je le fais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et ça, voilà, t'as un problème, il n'y a aucun souci. On le sait. La vie, elle est comme ça. Par contre, réfléchis à tes solutions. Moi, je ne vais jamais voir mon VP avec un problème, à moins d'avoir réfléchi à des milliards de solutions et de pas y être arrivé. C'est vraiment, et d'ailleurs, j'essaye en fait de pas y aller du tout parce que c'est pas dans mon ADN et que j'essaye de me débrouiller. Ouais. Tu parles d'influence, de leadership d'influence, avec ce sentiment de pouvoir rayonner, de faire rayonner cette énergie, cet enthousiasme, cette envie. Vous avez lancé il y a 1 an et demi ce programme LG All Star, et c'est un peu la fonction du marketing, de rayonner au-delà de l'organisation. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce leadership indirect que tu essayes d'impulser au sein des 12 000 installateurs de LG Air Solutions en Europe, et comment tu réfléchis à comment je peux impacter des gens avec qui je ne parle pas et que je ne communique pas en direct? En fait, c'est génial parce que ça nous permet de revenir à l'essence même de l'objectif d'un département marketing. Tu vois, la value proposition. Se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que toi, en tant qu'installateur, donc c'est notre cible, hein, pourquoi toi, en tant qu'installateur, t'aimerais travailler avec LG? Pourquoi? Et ça, c'est une question qu'on se pose en permanence depuis 1 an et demi. On se l'a posé déjà avant, je te rassure. Mais là, en fait, on a enfin un portail qui nous permet d'accéder à ces gens-là de manière directe. Hein, parce que pour la petite histoire, on travaille à 80% avec des distributeurs. Ça veut dire que ces installateurs, les fameux dont tu parlais tout à l'heure, qui sont sur la plateforme dorénavant, on a cette chance de pouvoir communiquer avec eux qu'avant, on les avait absolument pas. On n'avait pas de contact avec eux. Donc, la première chose, c'est ça, c'est constamment reconstruire le message pour délivrer des choses qui sont utiles à ces gens-là. Ça, c'est vraiment le cœur. Et ce qui est bien, en fait, c'est que grâce au projet All Star, toute l'équipe se met à penser de manière vraiment instinctive à ce qu'elle peut apporter à ses installateurs. Et ça a vraiment changé, ça a changé la manière de communiquer et la compréhension. Tu vois, là, en ce moment même, j'ai Mélissa et Janine qui sont, elles étaient en Allemagne hier, elles sont en Hollande aujourd'hui, et qui rencontrent des top installateurs, donc Gold, Silver et Bronze du programme All Star. Et l'idée, c'est de les suivre pendant toute la journée, de voir un petit peu à quoi ressemble leur métier, et surtout de leur demander, maintenant qu'ils sont sur la plateforme depuis 1 an et demi, 2 ans, de comprendre pourquoi ils sont là, ce que ça leur a apporté, et de le mettre en lumière. Donc, bientôt, on aura toute cette phase-là. C'est une campagne, en fait, de communication qu'on va mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir un retour direct. De pas seulement réfléchir à se dire, moi, si j'étais installateur, je penserais que si, que ça. Non. C'est de se dire, voilà, je vais le rencontrer. C'est un top installateur. Donc, c'est quelqu'un qui a scanné et qui a acheté des centaines de produits LG. Pourquoi? Quelle est son expérience? Pourquoi il est là? Est-ce que c'est par rapport à son contact commercial? Parce que c'est quand même souvent le cas, finalement. Ça reste de l'humain, tu vois. Moi, j'aime bien mon commercial. Il est sympa. Quand je le vois, il est réactif, il a du répondant. Ça fait longtemps qu'il est là. Tu vois, on avait regardé en moyenne combien de temps les gens restaient chez LG aux postes commerciaux, et on est à quasi 10 ans, tu vois. Et en fait, ouais, il y a une vraie relation, il y a un vrai long terme, il y a une vraie mise en place de stratégie, et ça crée une réactivité beaucoup plus fluide. Et voilà, l'idée, c'est de se servir de ce programme pour faire changer l'état d'esprit des gens de l'équipe, mais pas seulement, tu vois, aussi des 17 filiales. Donc là, on est dans 16, hein, pour l'instant, il nous en reste une. Mais de faire changer ces 16 filiales pour qu'elles comprennent réellement que c'est une opportunité en or, d'une part, de rencontrer ces gens qu'ils connaissaient peut-être pas,
et de surtout répondre à leurs besoins sous toutes les formes possibles. Formation, documentation, tout ce qui est envisageable pour leur faire passer plus de temps avec leur famille, pour qu'ils passent moins de temps à essayer de comprendre comment on installe une unité ou comment on va chiffrer un appareil pour un particulier. C'est vraiment à 360, tu sais, vraiment la value proposition au sens littéral du terme. Tu vois, Janine est allée en Angleterre pour un salon. Son rôle, c'est installer development. Donc, c'est vraiment, elle doit comprendre l'installateur et répondre à ses besoins. Et puis, on s'est rendu compte que c'est assez triste, mais le taux de suicide chez les installateurs est très élevé, en Angleterre, à minima. Et quand elle est rentrée, elle nous a fait tout un topo pour nous expliquer à quoi ressemblait la vie des installateurs et qu'en fait, ils sont surchargés de travail. Et nous, du coup, on a une plateforme de formation, des choses comme ça. L'idée, c'est de réussir à délester ces chefs d'entreprise pour que leurs équipes soient formées, pour qu'elles soient qualifiées, parce que c'est très dur, en fait. On est dans un secteur exponentiel où il faut de plus en plus de gens et on les trouve pas. Mais quel que soit, je suis persuadée que toi, en tant que PDG, tu as du mal à trouver des gens qualifiés. C'est difficile et de plus en plus dur. C'est la courbe, c'est la courbe démographique. On peut rien y faire. Donc, il faut que les gens qui sont là soient qualifiés, qu'on les aide et qu'on aide ces gestionnaires d'entreprise, ces PDG, à avoir un peu d'oxygène. Et voilà. Alors, c'est une grosse ambition, on en est très loin, mais là, tu vois, à la fin de l'année, on va inviter toutes les personnes qui sont les top players, donc gold, silver et bronze, dans une destination un peu sympa, tant qu'à faire. Et l'idée, ça va être aussi de les former, de leur demander sur quoi ils ont besoin d'informations. Et si c'est la réputation en ligne, si c'est le cash flow, la gestion du cash flow, si c'est les RH, on s'adaptera en fait. On ira bien au-delà de notre rôle de fabricant, justement pour répondre à ce qui motive et ce qui fait se lever ces gens tous les matins. Moi, si je travaille avec une agence, je serais très heureuse que cette agence se soit posé la question de qu'est-ce qui va intéresser Marie-Joséphine et en quoi je peux rendre sa vie plus facile. Et ça, je crois que c'est essentiel de faire cet exercice. Alors, All Star, c'est une plateforme, mais d'aller bien au-delà de cette interface finalement et de réussir à dépasser ça pour atteindre, pour délester ces gens-là qui ont un quotidien qui est quand même assez intense et réussir à dépasser un petit peu le rôle du fabricant tel qu'on peut l'imaginer. Finalement, tu t'intéresses aux humains derrière les professionnels. Oui, je pense leur que quotidien, leurs problèmes, leurs envies, leurs ambitions. Ouais. On n'a pas vraiment le choix en fait. Si on veut parler à des gens, même dans le B2B, parce qu'en fait on a tendance à distinguer B2B, B2C. Mélissa adore dire human to human, mais c'est ça en fait. On est dans cette approche, parce qu'en fait nous, tu vois, toi et moi, on travaille dans le B2B, pour autant, d'ailleurs on aime bien quand un être humain s'adresse à nous de manière normale et qu'on se projette et on se dit ah ouais ça va me faire gagner du temps, c'est super. Tu vois, c'est tout bête en fait. Je crois que c'est presque une recette évidente, mais qu'on va pas faire instinctivement parce que c'est un peu plus compliqué aussi. Faut réfléchir un peu davantage. Par contre, c'est vachement gratifiant, tu vois. C'est beaucoup plus valorisant. Moi, je sais que si j'ai une fille de mon équipe qui donne une formation pour des installateurs, des chefs d'entreprise et qui leur explique comment améliorer leur réputation en ligne, elle aura l'impression d'avoir contribué. Et elle a raison. Elle aura raison. Donc, c'est... Dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le sujet de la centralisation et de l'adaptation locale. LG est une société coréenne extraordinaire pour déployer des modèles globaux. Et toi, ton métier, quelque part, c'est d'endosser cette responsabilité et de t'adapter aux contraintes, aux modes de fonctionnement, aux réalités de 17 marchés différents. Comment tu arrives à capter cette énergie coréenne qui te pousse à aller plus vite, plus loin, et puis à adapter comment se crée cet équilibre, comment tu te ressources, avec qui tu travailles pour trouver ce bon degré d'équilibre? En fait, il y a certains marketeurs dans les filiales qui sont là depuis très longtemps. Tu vois, en Italie, en Hollande, en Pologne.
Et c'est vrai que j'hésite pas à prendre mon téléphone et à passer un coup de fil et leur poser des questions pour être toujours en ligne, tu vois, parce que j'ai des gens comme ça qui sont hyper qualifiés, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs au début, hein, parce que moi je suis arrivée dans ça en me disant waouh, c'est quand même c'est une sacrée échelle, hein, tu vois, c'est des grosses ambitions. Donc il y a ça, il y a l'espèce de retour un peu permanent. Maintenant, ouais, de manière générale, je pense que ce qu'on essaye de faire quand on a un département comme ça global, la survie passe euh, par le fait qu'on essaye de ne pas faire du cas par cas. Tu vois, ça fait 15 ans que j'ai un rôle international et 15 ans que pour ma survie, quelle que soit la filiale dans laquelle je me trouve, j'essaye autant que possible de ne pas me laisser influencer par des demandes, tu vois, typiques. Tu as un commercial qui va en rendez-vous, il rentre, c'est la fin du monde, il faut que tous les installateurs ils aient telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjeuné avec un mec et qu'ils ont l'impression que c'est une demande globale. Mon rôle, c'est la distance. C'est de prendre une distance avec ces demandes-là et ensuite de regarder si c'est un besoin global et ensuite seulement de passer à l'action. Et ça, c'est la survie même d'un département satellite, d'un département global, parce que si tu commences à faire du cas par cas, t'es fichu. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec 1000 tâches pas prévues. Enfin, c'est ça le pire, hein. Ce qui tue le plus, c'est ça. C'est pas prévu, pas planifié. Tu vas être complètement enseveli et au final, tu satisferas personne. Et je crois que donc, ce qui est important, c'est de réfléchir à un besoin global. Si les Français sont un peu grincheux, tu sais, par nature, si les Français viennent vers moi et me disent, oh voilà, ouais, ça va pas du tout, ce truc-là, il nous faut j'ai ce client qui me demande, hein, ok. Ben, je fais le tour des pays, je regarde si c'est un besoin global, j'en parle à l'équipe, on regarde un petit peu la flexibilité qu'on a dans nos budgets, hein, parce que nous, on travaille tout un peu en amont. Et puis après, je mets les choses en application si j'estime, et seulement si j'estime, qu'il y a un besoin global. C'est vraiment essentiel, sinon on est fichu. Ouais. Et ça, c'est le quotidien. Et en même temps, ce que j'essaye d'insuffler, c'est que aucune personne de l'équipe, ce qu'on appelle des no people, ne soit des no people. C'est-à-dire, tu poses une question, on te pose une question, la première chose que tu fais, c'est dire non, c'est pas possible. Ça, c'est interdit dans l'équipe. C'est interdit. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Par contre, on doit se protéger. On doit protéger le maintien de nos projets qui ont été réfléchis en amont. Et pour une bonne raison, hein. Il y a une stratégie. On revient au why en permanence. On peut pas se disperser. Par contre, je ne veux pas qu'on devienne des personnes qui disent non. Il y a toujours moyen de satisfaire d'une manière ou d'une autre parce qu'on a sûrement fait quelque chose qui se rapproche de ce besoin et qui peut être utilisable. Mais voilà, c'est essentiel aussi de pas se transformer en... Il faut pas qu'il y ait un mur entre nous et les équipes opérationnelles, sinon on est fichu aussi. Donc il faut réussir à avoir un bon 80% de planifié et se laisser une forme de flexibilité à partir du moment où il y a un besoin général. 17 pays, une pression de croissance extraordinaire. Je crois que vous avez une ambition de faire x3 en 5 ans. Une culture d'entreprise extrêmement dynamique, la gestion multiculturelle. Comment tu te ressources en tant que leader? Dans les réalisations. Je crois que je me ressource dans les succès. Tu vois, c'est ça qui un peu, voilà, de sentir que ça résonne, de sentir qu'il y a de la reconnaissance, que les pays ont vraiment besoin de nous, tu vois, c'est ça. C'est vraiment voir les réalisations, les résultats. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de reporting qu'on nous demande pas d'ailleurs, hein, mais ça nous donne une légitimité. Je crois que c'est ça en fait. C'est vraiment réussir. Et puis quand on se plante, hein, parce que ça nous arrive, comprendre et puis rectifier, quoi, essayer de s'en servir comme leçon et de plus jamais faire les mêmes erreurs. Et ça, avant, j'avais peur de l'échec, c'était une peur maladive, hein. Et ça faisait rigoler mes amis à l'école de commerce. Maintenant, j'en ai plus du tout peur. En fait, c'est vraiment parce que je sais que de toute façon, derrière, je vais y arriver. Mais je considère pas que ça doit faire partie du quotidien, mais voilà, c'est tout, ça fait partie du jeu. C'est obligatoire parce que si on n'essaye pas des nouveaux trucs en permanence, on peut pas se planter. Mais du coup, on peut pas innover, on peut pas y arriver. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est un peu c'est ça, réaliser, réussir, se rendre compte qu'on est utile, qu'on apporte quelque chose, que ce soit du chiffre d'affaires, tu vois là, All Star, on va dans des régions qu'on n'a pratiquement jamais aidées avant. Tu vois, on a une zone qu'on appelle MK, qui est l'Europe de l'Est. C'est des gens, c'est des petits marchés. Donc jusqu'à maintenant, quand je devais choisir 8 pays, j'allais pas là-bas, tu vois.
c'est des gens qui sont mais reconnaissants à un point. Je pense que s'ils te voient demain, Roland, ils te font un câlin. C'est des gens qui estiment que la plateforme Allstar leur a changé la vie. Tu vois, et ça me fait plaisir parce qu'au final, on a réussi, grâce à ce projet, à avoir une couverture bien au-delà de ce qu'on avait avant et à servir les besoins de petits pays également. Et ça, je trouve que c'est formidable. Eh ben, écoute, c'était formidable de t'écouter. Ton énergie, elle est communicative. On a envie de se lever et puis d'aller conquérir le monde. Un immense merci pour ce partage qui était à la fois intime, pro et puis une belle leçon de leadership. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition des Masterclass de l'excellence managériale. Merci à tous. Merci.